merci aussi à la Maison des Potes d'avoir invité le défenseur des droits. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens de terrain pour avoir un petit peu la prise de conscience de ce qui se passe. Alors, le défenseur des droits, à l'heure actuelle, il est beaucoup sollicité sur des projets d'avis, enfin des projets de loi. On a eu Justice 21, on s'est prononcé, on a prononcé un avis. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit aussi Michel Millet tout à l'heure, mais sur cette action de groupe, on en a fait un vrai combat, parce que lorsque l'on a vu ce qui est sorti du Sénat, cette version de dire on ne veut pas des associations, notamment de lutte contre le racisme, s'ingérer dans les affaires de lutte contre les discriminations, dans le cadre d'une action de groupe, on a considéré, nous en tout cas en tant que défenseurs des droits, que c'était un véritable scandale d'afficher ça aux associations. Et d'autre part, lorsque l'on a vu également que cette action de groupe, elle était simplement centrée sur une cessation de manquement, on ne va même pas sur de la réparation, et on monte une usine à gaz. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la réparation, réparer votre préjudice, allez voir après la juridiction spécialisée prud'homale, mais attendez quand même qu'il y ait toutes les voies de recours au niveau de la déclaration de responsabilité devant le TGI. C'est-à-dire que vous avez TGI, chambre civile, cour de cassation, et après vous revenez, si vous avez gain de cause, vous revenez après pour une réparation du préjudice. Voilà, donc ce sont des choses qui nous ont paru vraiment troublantes lorsque l'on dit qu'on a une volonté politique de lutter contre les discriminations, que l'on met soi-disant un système de défense et un système de recours collectif que l'on veut efficient, et que dans les textes, lorsqu'on regarde ce mécanisme, il est complètement inopérant et il devient une usine à gaz. Donc le défenseur a publié cet avis pour Justice 21 il y a 15 jours. On a également donc publié maintenant un deuxième avis suite à l'audition que nous avons eue la semaine dernière par la commission spéciale de Razia Madi sur égalité-citoyenneté. Je vous invite à retrouver cet avis, il fait une vingtaine de pages parce qu'il est carrément sur tous les volets, sur les 3 titres de la loi égalité-citoyenneté. L'avis est en ligne sur le site du défenseur. Et lorsque l'on a regardé les différentes dispositions de la loi égalité-citoyenneté, on a vu qu'il y avait un passage concernant les contrats pactes, à savoir l'ouverture du contrat pacte aux personnes de catégorie B, puisque jusqu'à maintenant c'est uniquement en catégorie C. Puis on s'est dit, nous, dans le titre concernant les discriminations, pourquoi pas rajouter des choses et notamment ressortir des tiroirs, même si on est toujours intéressé à cette question, la question des emplois fermés. Alors, le sujet, c'est emploi fermé, emploi public. Nous, on va plus loin. Il n'y a pas que la fonction publique qui est fermée aux non-nationaux ou aux non-ressortissants européens. Vous avez le secteur privé également. Alors, quand on me dit qu'on le ferme pour des questions de prérogatives de puissance publique, je vous donnerai des exemples d'emplois qui sont fermés aux non-ressortissants communautaires ou nationaux. Cherchez bien la prérogative de puissance publique, franchement. Ce qui se passe sur cette question des emplois fermés, comme le disait Samuel Thomas en 2009, avec l'aide du comité consultatif de la HALD, j'étais sous la HALD à l'époque, avec le travail que tu as fait, également avec le travail effectué par Michel Millet, il y a eu une réflexion sur les emplois fermés et de se dire on va recenser tous les emplois fermés en France et puis on va voir quelles sont les justifications. Ce travail a été fait par le comité consultatif de la HALD, il a été repris par le collège de la HALD de l'époque, présidé par Louis Schweitzer. Une délibération a été prise avec un mot d'ordre qui était très simple, à l'attention du gouvernement, c'était de dire recensez vous-même de manière officielle les emplois qui sont fermés et voyez quelles sont les justifications qui sont apportées et sont-elles encore valables. Si elles ne sont pas valables au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel, et bien à ce moment-là, enlever cette clause de nationalité. C'était en 2009. Le Premier ministre de l'époque a répondu au président de la HALD que la question des emplois fermés en 2009 n'était pas du tout opportune. Fermement. Donc, à partir de là, on n'a pas relancé ce débat concernant les emplois fermés, et puis on l'a relancé ensuite sous le défenseur des droits, de deux manières. On l'a relancé après avoir repris les analyses qui avaient été faites par la HALD, mais en interne, on a aussi nous-mêmes recensé depuis 2009 quelles étaient les évolutions qui étaient apparues et quels étaient les emplois qui étaient encore fermés. Et puis, au mois de mai dernier, le 9 mai dernier, le défenseur des droits a
édité un livre blanc, on l'a appelé comme ça parce que Jacques Toubon est ancien parlementaire européen, donc il a peut-être encore les 7, je parle sous contrôle de Marie-Noëlle Lienemann, il a toujours ses réflexes de livre blanc, livre vert, qui donnent lieu après à des propositions. Donc on a pris un livre blanc concernant les droits fondamentaux des étrangers. Et droits fondamentaux des étrangers, on a listé toutes les problématiques auxquelles se heurtent les personnes de nationalité étrangère en France, et on a mis un passage concernant les emplois fermés, avec une recommandation, enfin 2 recommandations, les mêmes que sous la HALD, dire au gouvernement, procéder à un recensement de l'ensemble, on l'a fait, hein, mais on ne l'a pas dit au gouvernement, mais on l'a fait. Parce qu'après, si le gouvernement le fait, on va comparer les listes, on va voir si on a exactement les mêmes informations. On a demandé donc au gouvernement recenser l'ensemble des emplois qui sont fermés à l'heure actuelle en France, sachant que le dernier recensement officiel date de 1999, on est en 2016, et à la suite de ce recensement, eh ben, vous voyez un petit peu quels sont les emplois qui peuvent être encore maintenus, fermés, en raison de la jurisprudence de la Cour de justice, et puis voyons donc quelles sont les évolutions. On a refait cette même recommandation donc, dans l'avis rendu la semaine dernière sur le projet de loi égalité et citoyenneté. On redemande la même chose, en tout cas au gouvernement, de procéder à ce recensement et de voir quelles sont les justifications, sachant que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez plusieurs niveaux, vous avez des emplois qui sont totalement fermés, après vous avez des emplois qui sont partiellement fermés, et après vous avez des emplois qui sont totalement fermés, partiellement fermés, et pas fermés du tout. Et lorsque l'on regarde les emplois qui sont essentiellement fermés, bien sûr que donc, leur majorité ils relèvent du secteur public. Vous prenez les dispositions de lutte contre les discriminations, l'article 6 de la loi Le Pors, qui interdit toute discrimination, notamment à l'embauche dans la fonction publique. Et bien, il y a un critère qui n'est pas mentionné, c'est le critère de la nationalité. Par contre, dans le Code du travail, à l'article L1132.1, personne ne peut faire l'objet d'un refus d'embauche en raison de sa nationalité. Donc le critère est prohibé dans le Code du travail, mais il n'est pas prohibé, en tout cas, dans le cadre de la loi Le Pors. Ça veut dire qu'on va être sur une interdiction générale et absolue. On a bien conscience qu'effectivement, et ça, la Cour de justice de l'Union européenne le dit depuis les années 90, bien sûr qu'on a cette logique que certains emplois peuvent être, peuvent être réservés aux nationaux, parce que vous avez une tâche de souveraineté nationale derrière. Vous avez un lien avec la souveraineté nationale, et puis vous avez un exercice de puissance, de prérogative, mais très importante. Mais quand vous faites une interdiction générale et absolue, c'est-à-dire que vous allez fermer de manière arbitraire l'accès à des emplois à l'ensemble d'une catégorie de personnes. Ce que l'on dit simplement, et c'est ce que dit la Cour de justice, intéressez-vous à la nature des fonctions. Quelle est la nature des fonctions qui est exercée? Est-ce que dans la nature des fonctions qui est exercée, on porte un exercice de souveraineté nationale? Est-ce qu'on a des prérogatives de puissance publique exorbitantes? Eh bien, tous les emplois de la fonction publique, je parle national, mais alors si je regarde dans la fonction publique territoriale, c'est encore pire. Vous avez quand même pas mal de fonctions qui sont similaires dans le secteur privé. Et je ne vois pas encore, on pourrait l'interdire aux nationaux, enfin l'interdire aux non-nationaux et aux non-ressortissants européens, du fait que c'est un emploi de souveraineté nationale. Donc il y a des justifications qui ne sont plus valables à l'heure actuelle. Le monde évolue, les tâches évoluent, les missions évoluent, les missions de l'État évoluent, les missions des collectivités locales évoluent, et puis dans le secteur privé également, ça évolue. Je ne vais pas refaire la liste, vous allez la voir, je la ferai passer à Samuel, mais vous avez encore des emplois qui, il y a quelques années, on nous disait, ces emplois relevaient de l'exercice de prérogatives de puissance publique, c'était de la souveraineté nationale. Donc, c'était réservé aux nationaux. Et puis, bizarrement, sous l'effet de la Cour de justice, eh ben, ces mêmes emplois, ils ont été ouverts aux ressortissants communautaires. Et puis, pour quelques-uns, ils ont été aussi encore ouverts, maintenant, donc, aux ressortissants tiers de l'Union européenne. Elle est où, cette logique? Où est cette logique? Il n'y a plus de logique, sauf
pour certains emplois. Alors, sur les conséquences que cela amène, on le voit, tu en as parlé, sur la question des Chilani, enfin des cheminots marocains, cette clause de nationalité qui empêche l'accès au statut du statut cheminot de la SNCF, comme d'ailleurs dans d'autres grandes entreprises à statut, je parle d'EDF même si ça a un petit peu évolué, ou Orange, eh ben, fait en sorte que vous avez trouvé une différenciation entre les personnes, et on l'a vu donc avec les Chiliani marocains, à savoir que vous ne pouvez pas accéder, vous avez un statut contractuel PS25, mais vous ne pouvez pas accéder au statut cheminot, alors que toutes les opportunités d'évolution, de rémunération, d'avantages sont octroyées dans le cadre du statut. Et cela, on vous dit, ce n'est pas possible parce que, alors, on a des tâches de souveraineté nationale, je veux bien l'entendre pour en avoir discuté avec le secrétaire général de la SNCF. Effectivement, il y a des fonctions qui peuvent relever l'exercice de la souveraineté nationale dans le cadre des fonctions exercées par certains cheminots, mais ce n'est pas l'ensemble. C'est pas l'ensemble. Quelqu'un qui est au guichet, je parle sous contrôle de représentants de la SNCF qui sont dans la salle, vous avez au guichet, je ne sais pas si c'est l'exercice d'une prérogative de puissance publique ou si c'est un métier lié à la souveraineté nationale. Voilà, j'en termine là. Je vous invite donc à lire cet avis qui est sur le site du Défenseur des droits, et on se félicite en tout cas de l'écho que l'on a pu avoir la semaine dernière, notamment par Aziz Hamadi, mais également par d'autres parlementaires qui ont été surpris quand même, il faut quand même le dire, nous ont dit vous avez fait un bon travail, effectivement on va mettre ça, on va mettre cette question des emplois fermés dans le cadre de l'avis que la Commission rendra. Donc voilà, je vous remercie.